Et voilà, c'est magique. C'est magique. Très bien. Alors, justement, on va essayer de parler de ce qu'on a fait la dernière fois, pour commencer. Je sais plus. C'était les négations, non? C'était, oui, les négations. Très bien. OK. Et il y a combien de types de négations? Affirmative et non affirmative. Les non affirmatives. Voilà, exactement. Et une négation affirmative, c'est quoi? Alors, dans les négations affirmatives, il y a les réelles et mentales, non? Oui, bravo, waouh. Génial. Donc, en effet, il y a des négations affirmatives ou des exclusions qui sont réelles, qui sont des phénomènes spécifiquement caractérisés, et il y a des exclusions qui sont mentales. Et en effet, les deux peuvent correspondre de manière parfaitement comme une clé dans une serrure, en fait, hein, on pourrait dire. C'est la bonne clé qui va dans la bonne serrure ou c'est la bonne forme qui va dans la bonne empreinte. C'est exactement ça. OK. Très bien. Très, très bien. Et donc, oui, on pourrait dire qu'une négation affirmative, c'est une négation qui, en lieu et place de l'objet de négation, affirme un autre phénomène, un phénomène une autre négation affirmative ou un phénomène positif. C'est souvent ce qui est donné comme définition. Oui. Il y en a qui ne disent pas ça, il y en a qui disent que c'est justement simplement un autre phénomène qui est affirmé en lieu et place de l'objet de négation. Ils ne disent pas nécessairement un phénomène qui serait une négation affirmative ou un phénomène positif. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce type de débat-là? Parce que pour une négation non affirmative, par exemple, une négation non affirmative, vous avez vu que aucun autre phénomène n'est affirmé en lieu et place de l'objet de négation, vous êtes d'accord? Oui. Mais on pourrait débattre là-dessus. On pourrait débattre là-dessus, on pourrait dire, si on dit sur la table, il n'y a pas de condiment. Oui. On vous demande de mettre la table, etc. Et on vous demande est-ce qu'il y a des condiments sur la table, etc. Vous dites non, sur la table, il n'y a pas de condiments. C'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? Non affirmative, mais affirmative de l'absence de condiments. Mais c'est non affirmatif. Voilà, c'est non affirmative. En effet, on affirme une négation. Hein. On est obligé toujours d'exprimer une négation. Donc, de ce point de vue-là, on affirme quelque chose. Mais pour dire si c'est négatif ou affirmatif, c'est est-ce que quelque chose est impliqué en lieu et place de l'objet de négation? Et dans ce cas-là, non. Ouais. Ouais. Oui, oui. Si on dit qu'il n'y a pas de condiments sur la table, on n'affirme pas ce qu'il y a sur la table. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. On ne dit pas s'il y a les couteaux, les fourchettes, etc. Très bien. Mais si on dit qu'il n'y a pas de condiments sur la table, est-ce que ça n'implique pas d'autres négations non affirmatives? Le fait qu'il n'y a pas le sel, il n'y a pas le poivre, il n'y a pas la moutarde, etc. Ben oui, parce que les condiments, ça englobe beaucoup de choses. C'est une généralité, les condiments. Voilà. Et donc, si on réfute la présence des condiments, on réfute nécessairement la présence des instances de la généralité des condiments. Donc, ça veut dire que cette négation non affirmative, il n'y a pas de condiments sur la table, implique d'autres négations non affirmatives, non? Salut Rachel. Oui. Ouais, ça veut dire que quand on dit il n'y a pas de condiments sur la table, on sous-entend il n'y a pas le sel, il n'y a pas le poivre, il n'y a pas la moutarde, etc., etc. Donc ça veut dire que d'autres phénomènes sont impliqués dans cette négation, non? Oui. Donc ça veut dire que cette négation non affirmative devient affirmative? Ben non. Ben non. Pourquoi elle devient affirmative? Elle reste non affirmative, ouais. Oui. Mais malgré tout, elle peut impliquer d'autres négations non affirmatives. C'est pourquoi, dans la définition d'une négation affirmative, ils disent qu'il peut impliquer l'existence d'un autre phénomène, que ce soit une négation affirmative ou un phénomène positif. Ouais. C'est ce qu'on dit explicite alors. Oui, exactement. Une négation est nécessairement la négation explicite d'un phénomène, de quelque chose. Très bien. Et donc, si on dit, en effet, si on dit il n'y a pas de condiments sur la table,
on sous-entend, il n'y a pas le sel, pas le poivre, etc. Donc, d'un certain point de vue, il y a l'implication d'autres phénomènes, d'autres négations non affirmatives. Oui. Donc, comme c'est uniquement des négations non affirmatives qui sont impliquées, ça reste une négation non affirmative. Oui. Par exemple, si on dit... Par exemple, oui, mais il n'y a pas de condiments sur la table. On sous-entend que l'autre ne les a pas mis. De quoi? oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire en effet que personne n'a mis les condiments sur la table, etc., etc. Oui. Dans une phrase, il n'y a pas que les mots, il y a aussi le ton et le sous-entendu. Oui. Je vais ouvrir un onglet parce que c'est fermé. Je reviens. Voilà. Ok. Désolé. Très bien. En effet. Qu'est-ce que tu disais, Bernard? Je disais qu'avec une même phrase, on peut sous-entendre des choses aussi, selon le ton que l'on donne. Oui, oui, exactement. Tout à fait. Il y a toujours quelque chose de sous-entendu quand on dit, par exemple, si on dit, par exemple, je n'ai pas 1 euro en poche. Si on dit, je n'ai pas 1 euro en poche, ça implique, je n'ai pas 10 centimes, je n'ai pas 20 centimes, je n'ai pas 50 centimes, etc. Forcément, non? Oui. Ouais, très bien, exactement. Donc ça veut dire qu'une négation non affirmative, elle pourrait impliquer une autre négation non affirmative ou d'autres négations non affirmatives. Elle continue d'être une négation non affirmative. Mmh. Exactement, bravo, c'est super. Très très bien. Donc le texte, on en est toujours à la page 65. Et donc, il y a juste une question par rapport, en fonction de différentes techniques. Le schéma de fonctionnement peut varier d'une personne à l'autre, etc. Et donc, Gachet-Dreyfus dit que ce n'est pas nécessairement d'une personne à l'autre, mais ça pourrait être d'une situation à l'autre. Donc, ça veut dire que c'est assez circonstanciel, on pourrait dire. Donc, il répète que, en effet, quand, par exemple, il dit dans votre conscience conceptuelle, lorsque vous comprenez cela, vous comprenez, par exemple, supposez que vous compreniez quelque chose de façon conceptuelle, comme l'impermanence, par exemple. Lorsque vous comprenez cela et que l'on vous montre un phénomène qui ne soit pas impermanent, vous savez immédiatement que ce n'est pas impermanent. Donc, vous savez faire la distinction entre ce qui est impermanent et ce qui ne l'est pas. Donc, vous avez nécessairement votre conscience conceptuelle qui fait nécessairement cette dichotomie impermanent, non impermanent, table, non table, voiture, non voiture, etc., etc. De même, si vous comprenez ce qu'est une voiture, ça tombe bien, si l'on vous montre quelque chose qui n'est pas une voiture, vous n'aurez pas besoin de réfléchir pour reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une voiture, parce que, implicitement, vous aurez compris la différence entre une voiture et une non-voiture. Ouais. Ah oui. Excellent, très bien. Donc la pensée a toujours un côté positif et un côté négatif, mais elle peut thématiser un des deux côtés. C'est-à-dire que si l'aspect négatif est prépondérant, on a une négation à l'esprit, parce que on a une négation explicite. Ouais. Alors que si on a une négation implicite, le phénomène continue d'être positif, même s'il est conçu à la négative. Ouais. Très bien, bravo, bravo. Et donc ensuite il dit, je ne pense pas que Chantalakshita utilise le mot Dönchi. Donc là c'est pareil, c'est pas Tunchi, c'est Dönchi, c'est pas très grave. Généralité de sens. Mais à part cela, la plupart des idées sont déjà présentes. Très bien. Très très bien. Ok. Donc il continue d'en reparler un petit peu. Après il y a un étudiant qui pose la question, est-ce que la conception est toujours dualiste? Et donc il dit oui et non. Voilà. C'est la réponse. Est-ce que la conception est toujours dualiste? C'est-à-dire, un phénomène est négatif lorsqu'il se conçoit de façon négative. Il dit ce n'est pas une plaisanterie. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Un phénomène négatif lorsqu'il se conçoit explicitement de manière négative. Ouais. Oui. Alors que la conception, elle fonctionne toujours à la négative, mais ce n'est pas nécessairement explicite. Ouais. Très bien. Si c'est explicite, forcément, l'objet devient nécessairement une négation. Par exemple, si vous pensez table, est-ce que l'objet est positif ou négatif? L'objet est positif.
Très bien, l'objet est positif. Pourquoi? Parce que j'affirme la table. Oui, mais on pourrait dire, j'affirme la non-table. Est-ce que la non-table est positive pour autant? Comment ça? Parce que, en fait, on Non, parle d'un phénomène positif ou d'un phénomène négatif, on affirme de toute façon quelque chose. Si on dit oui, on affirme oui. Si on dit non, on affirme non. Ouais. hmm, Malgré tout, non est une négation. voilà, oui. Ouais. Donc en fait, c'est pas nécessairement la façon dont c'est véhiculé. C'est véhiculé par une affirmation, forcément. On affirme toujours oui et on affirme toujours non. Sauf que c'est pas ça qui fait la différence. Est-ce que c'est affirmé ou pas? Est-ce que quelque chose est explicitement nié ou pas? Ouais. Si on dit table, est-ce que c'est un phénomène positif? C'est un phénomène positif, Ouais. avec une Et si négation implicite. Voilà, exactement. La négation est implicite. La négation de quoi? La négation des non-non-tables. Voilà, bravo. Exactement. Quand on dit table, la négation de toutes les non-tables est implicite. Elle n'est pas expressément formulée ou elle n'est pas expressément conceptualisée. Oui. Très bien. Si on dit cette table qui n'est pas verte, Oui. c'est positif ou négatif? C'est une négation non affirmative. En fait, c'est plutôt une négation affirmative. C'est Ouais. une négation affirmative, oui, oui, affirmative. Elle affirme la table, mais Voilà. elle n'affirme pas la table. Exactement. Une table qui n'est pas verte, un soda sans sucre ajouté, etc. Tout ça, c'est des affirmations et donc des négations affirmatives. Ouais. Parce qu'on nie quelque chose, mais en lieu et place de l'objet de négation, on a quelque chose. Ici, on dit cette table qui n'est pas verte, c'est la négation, c'est vert, la couleur verte, et l'affirmation, c'est la table. Très bien. Et donc, cette table qui n'est pas verte est une négation. Parce qu'il y a l'élimination explicite de quelque chose, ouais. Oui. La couleur verte. Bravo, bravo. Excellent, excellent. Très bien. OK. Donc, il dit, page 67, la pensée conçoit donc positivement ou négativement, bien qu'elle opère d'une façon toujours négative, puisqu'elle le fait à partir de représentations mentales et non pas sur les objets eux-mêmes tels qu'ils existent. Ça veut dire que la conceptualisation, elle fonctionne toujours à la négative, mais ça, c'est pas nécessairement le truc vraiment explicite dans notre esprit. C'est quelque chose qui est sous-entendu d'un certain point de vue. Ouais. Donc la conceptualisation, même si elle fonctionne toujours à la négative, ce qu'elle conçoit n'est pas toujours une négation. Ça peut être un phénomène positif. Quand on pense à table, table est un phénomène positif. Si on pense à non-table, à ce moment-là, on a une négation à l'esprit. Ouais. Et donc le phénomène en question devient une négation. Très bien, très bien. Très, très bien. Bravo, bravo. Donc normalement, dans les prochaines sessions de débat, les vendredis après-midi, on devrait voir les négations, parce que c'est très très important justement, ça nous permet de comprendre un petit peu plus tout ça. Très bien. Ok. Ok, très bien. Donc on va passer à la page 68, puis après on va essayer de voir un petit peu plus ce qu'est la perception, parce que c'est très important. Il y a une question inaudible, mais la réponse dit « Le rêve n'est pas une pensée conceptuelle, c'est une conscience non conceptuelle. » Donc c'est vrai qu'en général, le rêve est considéré comme une hallucination mentale la plupart du temps. Et ce n'est pas nécessairement conceptuel, même si on pourrait penser que dans certains rêves, on a des conceptualisations, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, les images oniriques se manifestent à l'esprit, et dans ce cas-là, ce n'est pas conceptuel. Donc là, on fait bien une distinction entre, jusqu'à maintenant, quand on parlait de la négation, on parlait nécessairement de la conscience conceptuelle. Oui, Oui. c'est elle qui menait la danse, en fait. Mais là, s'il n'y a pas de conscience conceptuelle, dans ce cas-là, on ne peut plus vraiment dire est-ce que l'objet appréhendé, est-ce que c'est une négation ou une affirmation? Là, on ne peut plus le dire, parce que c'est en dépendance de la conscience conceptuelle qu'on a une négation ou un phénomène positif. Et donc, pour le rêve, comment ça fonctionne alors? L'éléphant rose perçu en rêve, c'est un phénomène positif ou un phénomène négatif? Piège, petit piège. C'est un phénomène. Excellent, ce n'est pas un phénomène. Oui, ça fait 4 ans qu'on se fait avoir, alors. De temps en temps, on ne se fait plus avoir. Excellent.
Bravo, bravo. C'est bien, tu as passé ton diplôme en Loric. Excellent, très bien. Donc pour l'épistémologie bouddhiste, en effet, l'éléphant rose perçu en rêve n'est tout simplement pas un existant. S'il n'existe pas, il n'est ni positif ni affirmatif, ni négatif, pardon. Ouais, Ouais. très bien. Parce que comme on l'a dit, pour que ce soit un phénomène positif ou une négation, il faut que ce soit un existant. Mm. Ouais, Ouais. très bien. Et donc si ça n'existe pas, ce n'est ni un phénomène positif ni une négation. Bravo, bravo. Excellent. Très bien. Donc dans l'Olic, justement, l'épistémologie bouddhiste, la psychologie bouddhiste, le rêve est classé comme étant un exemple de conscience fausse. Qui aurait la définition d'une conscience fausse, d'une cognition fausse? Est-ce que c'est qui ne réalise pas son objet? Je ne sais pas. Alors, ce serait intéressant de dire ça, qui ne réalise pas son objet, ça voudrait dire que une conscience inattentive, par exemple, serait une conscience fausse. Non, 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 alors c'est pas ça. Une conscience fausse. Ah, ah, ah. Qui est un objet d'engagement qui est faux. Ah, donc une conscience qui aurait un objet d'engagement qui est faux. Ça veut dire que l'objet d'engagement lui-même serait non existant? Non existant ou faux au niveau de faux, pas vrai. C'est pas pareil. Pas vrai. Par exemple, Oui, le parce qu'un objet d'engagement... son est permanent, c'est une conscience fausse, tout simplement parce que l'objet d'engagement de la permanence du son est faux. Voilà, est un non existant, ouais. Voilà, un non existant, oui, d'accord. Exactement. Donc en effet, on ne pourrait pas vraiment l'appeler objet d'engagement, parce qu'un objet d'engagement est un objet, et Voilà. donc c'est consistant. Très bien. Ok. Est-ce que ça peut pas être une superimposition par rapport à... Tu imposes quelque chose qui n'est pas réel par rapport à une certaine réalité. Oui, tout à fait, exactement. C'est un défaut aussi. Oui, oui, une surimposition par rapport à une réalité, exactement, tout à fait. C'est tout à fait lié, c'est tout à fait ça. Donc la définition normalement d'une cognition fausse, c'est Rangul la Chinchilo de Shuberipa. C'est une cognition qui s'engage de manière incorrecte vis-à-vis de son objet. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est à l'opposé de son objet. Elle s'engage de manière unipointée vers son objet, mais de manière incorrecte. Comme le son est permanent, par exemple. On penserait le son est permanent. Et en effet, on s'engage vis-à-vis de l'impermanence du son à l'opposé. Donc on considère que le son serait permanent. Ouais. Très bien, c'est ça une conscience fausse ici, une cognition fausse. Très bien. Ok. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet, en effet. Car il y a des prémonitions, etc. Pour les rêves. Il y a certains rêves qui sont prémonitoires, etc. Donc, de ce point de vue-là, est-ce que ce sont des hallucinations totales? On serait tenté de dire non. Mais la réponse générale est que le rêve n'est pas conceptuel, bien que je pense qu'il y ait des parties du rêve qui soient conceptuelles. Ouais, j'aurais tendance à penser la même chose. Mais la conscience qui rêve n'est pas conceptuelle, elle est fausse, parce qu'elle imagine des objets qui n'existent pas. Quand on rêve d'un éléphant rose, tout simplement, l'éléphant rose n'existe pas. Ouais. Et dans ce cas-là, s'il n'y a rien du tout qui existe, pourquoi on rêve d'un éléphant rose et pas d'une licorne bleue? Je n'ai pas compris la question. Moi non plus, je suis pas sûr de l'avoir comprise. S'il n'y a rien du tout qui existe dans le rêve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'objet dans le rêve, etc., ça veut dire que qu'est-ce qui fait la différence entre un rêve où il y a un éléphant rose et un rêve d'une licorne bleue? Comment on peut discerner la différence si rien n'existe, c'est ça? Ouais, tout à fait. Parce que l'esprit a une capacité de cognition de ce qu'il perçoit, que ce soit vrai ou pas vrai, enfin que ce soit existant ou non existant. Et quand on est dans le rêve, est-ce que notre esprit sait qu'il est en train de rêver? Moi, je pense que oui. Ah bon? Il y a toujours une sorte de Je ne sais pas. Hein. Quand conscience. Ouais. Ah Moi, ouais. tu te réveillerais tout à coup au milieu de la nuit en étant très conscient de ce que tu viens de rêver. Oui, quand tu te réveilles, d'accord. Mais quand tu es dans le rêve, si on Alors, fait un électrocéphalogramme... ça veut dire qu'il n'y a pas d'autocognition dans le rêve. Comment ça? Ah. Ah, Il y a peut-être différents niveaux de rêve.
Ouais. Mais est-ce que l'autocognition est nécessairement une cognition valide? Non, elle peut être inattentive. Ah ouais, 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 oui, mais c'est bizarre. En effet, il y a plusieurs niveaux dans le rêve. À un moment donné, quand on fait un cauchemar, on se réveille, ça nous réveille, etc. Mais quand on est dans un rêve plutôt assez neutre, est-ce qu'on se rend compte qu'on rêve? Est-ce que le cerveau fait la différence entre le rêve et la réalité? En fait, ça a été démontré que non. Et quand on est dans le rêve, on y croit. Si on fait un électroencéphalogramme et un truc cardiaque, on verra en effet qu'il y a une montée d'adrénaline, que le souffle est plus saccadé, etc. Parce qu'on est persuadé qu'on est en train de vivre ce qui est dans le rêve. C'est-à-dire que notre conscience ne fait pas nécessairement la distinction. Ouais. Très bien. Donc entre rêver d'un éléphant rose et un éléphant bleu oui, et un éléphant bleu ou une licorne bleue, qu'est-ce qui fait la différence? En fait, on ne peut pas dire que rien du tout n'existe. Il y a une apparence. Cette apparence existe. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. très bien. Donc on peut avoir l'apparence d'un non-existant. Ça, c'est possible. Ouais. Oui, Si actuellement d'un Ouais. éléphant, Pardon, on peut Bernard? rêver d'un éléphant normal aussi. On peut rêver d'un éléphant normal, exactement. Et à ce moment-là, est-ce que ça continue d'être une cognition fausse ou pas? bah, ça continue d'être une cognition fausse puisqu'il n'y a rien en lieu et place de l'objet Pas d'engagement, réellement, de effectivement. l'objet. Il n'y a rien en lieu et place du phénomène puisque ce n'est pas un phénomène. Exactement. Si par exemple, on a été, je sais pas moi, faire un safari photo au Kenya, etc., et qu'on a vu des éléphants toute la journée, et que la nuit, on rêve de ces éléphants-là, malgré tout, le rêve, c'est quand même du souvenir trafiqué, etc., c'est une réorganisation de certains souvenirs. Malgré tout, au moment où on rêve, il n'y a pas du tout d'éléphant à côté de nous, au moment où on est en train de rêver de cet éléphant, même si il n'est ni bleu, ni rose, etc. Ouais. Très bien. Donc c'est intéressant de se poser ces questions-là. Comment est-ce que notre esprit peut être complètement à côté de la plaque ou être plus ou moins en accord avec la réalité, etc. Ça, c'est intéressant. Très bien. OK. Donc il y a toujours l'apparence d'un non-existant pendant le rêve. Il y a l'apparence d'un non-existant. Si on regarde par exemple un mirage, il y a l'apparence d'un non-existant, un lac ou une flaque d'eau, on pourrait dire, en lieu et place de ce qui n'est pas une flaque d'eau. Ouais. Très bien. Très très bien. Donc ça veut dire que là, on entre dans le domaine des cognitions qui ne sont pas du tout en accord avec la réalité. Parce que jusqu'à maintenant, quand on a parlé des deux vérités pour les Sautrantika, les deux vérités, les Swalakshana et les Samanya-lakshana, les phénomènes impermanents et les phénomènes permanents, c'était les objets des consciences. Et des consciences, normalement, qui ne sont pas totalement fausses. Ouais. Très bien. Alors que là, on entre dans le domaine des consciences qui sont plutôt fausses, là, dans cette partie du texte. Très bien. Mais la conscience qui rêve n'est pas conceptuelle, elle est fausse parce qu'elle imagine des objets qui n'existent pas. Si vous rêvez que tout à coup l'Institut Vajrayogini est envahi par des éléphants, c'est une hallucination. C'est quelque chose qui est faux. Et donc ce n'est pas une perception, c'est une conscience non conceptuelle fausse. Waouh! Ah oui, alors? Et donc, si ce n'est pas une perception, son objet ne peut pas être un objet. Ce qu'elle appréhende ne peut pas être un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais. Ouais, puisqu'il n'y a que les perceptions directes qui ont pour objet apparent les phénomènes spécifiquement caractérisés, les impermanents, les vérités ultimes de Sutrantika. Waouh, très bien. Très bien, très bien. Ok. Elle est non conceptuelle car elle se rapproche d'une hallucination. Un rêve n'est pas quelque chose que vous conceptualisez, mais quelque chose qui se rapproche d'une hallucination. Lorsqu'on hallucine, on ne conceptualise pas. L'exemple le plus simple est celui du mirage. On ne conceptualise pas que l'on voit un mirage, et ce n'est pas du tout que ce qu'on voit est juste, mais interprété de façon fausse. Oui. C'est une erreur au niveau de la perception, c'est une perception fausse. Est-ce que c'est possible une perception fausse? Ben oui. Alors, ben, une perception fausse, c'est une À l'envers, tout ça. perception fausse. C'est possible, une perception fausse.
C'est possible une perception fausse. Donc ça veut dire que quand le grand et noble Acharya Dharmakirti a donné la définition d'une perception comme étant une cognition libre de conceptualisation et non erronée, Donc, il c'est a pas fait une petite boulette. c'est dire, là, c'est les, c'est les facsimilés, c'est-à-dire, c'est ça. Oui, Ouais. si on voit une montagne bleue, si on voit le flambeau qui tourne ou le train qui est à l'envers, c'est ça. Hein. Oui. Donc dans ce cas-là, on a en effet une cognition qui n'est pas conceptuelle, qui est directe, donc qui n'est pas conceptuelle, mais c'est une cognition fausse. On ne peut pas l'appeler perception fausse, parce que la définition d'une perception directe ou une perception, c'est ce qui est libre de conceptualisation. Une cognition libre de conceptualisation est non erronée. Et si c'est non erroné, ça ne peut pas être faux. Ok, on y reviendra. On y reviendra. Pour Dharmakirti et ses disciples, et cela est repris par la tradition tibétaine, lorsqu'on voit un mirage, on voit quelque chose de faux. Il y a fausse perception. Il y a l'apparence d'un non-existant. L'apparence se manifeste, on est d'accord. Mais ce qu'elle contient n'existe pas. Ouais. Oui. Ce qu'elle donne à voir n'existe pas. Très bien. Également, lorsqu'on a... Oui, Bernard ? Il n'y a pas d'objet d'engagement, véritablement. Exactement. Exactement. Parce que objet d'engagement, ça veut dire objet de compréhension, objet qui est réalisé par notre conscience. Et donc là, la mare ou la flaque d'eau en lieu et place de mirage, ça ne peut pas être réalisé puisque ça n'existe pas. On ne peut réaliser que ce qui existe. Ouais. Très bien. Donc le rêve est du domaine de la conscience non conceptuelle, de la fausse perception non conceptuelle ou de la fausse cognition non conceptuelle, et n'est pas du domaine de la conceptualisation. Donc c'est une cognition non conceptuelle fausse. C'est comme ça qu'on le dira. Très bien. Ensuite, il y a une question par rapport à est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs imaginés mais qui seraient vrais, etc. Il pourrait y avoir des exemples d'imagination non conceptuelle, mais en principe, l'imagination a au moins une partie conceptuelle. Elle est en bonne partie conceptuelle. Il pourrait pourtant y avoir des exemples d'imagination non conceptuelle, une vision par exemple. Cela peut se produire pour certaines personnes. Donc là, peut-être qu'on pourrait essayer de distinguer ce que veut dire imagination et vision. Parce que imagination, ça veut dire, on imagine. Oui, on sait qu'on ne le voit pas. Une imagination, on sait qu'on ne le voit pas. Exactement. Tout à fait. On pense le voir. Alors qu'une vision, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement imaginé. Mais on pourrait peut-être débattre là-dessus. Par exemple, quand on étudie connaître l'esprit de la télépotier, peut-être qu'un jour on le fera sur ce même plateau, j'espère. J'en fais le rêve. Que si un jour on a par exemple, comment dire, cognition non conceptuelle fausse. Voilà. Quand on a par exemple certains pratiques comme certains yogis vont méditer sur ce qu'on appelle dans la tradition de Theravada des kasina. Ça veut dire des objets de méditation, par exemple la couleur bleue, par exemple, ou par exemple un élément, l'élément eau, etc. Et donc ce yogi va visualiser que tout est fait d'eau, par exemple. Et au bout d'un moment, il a la perception ou il a une apparence très vivace que tout ce qui existe autour de lui est fait d'eau. Il n'imagine plus, il perçoit d'une certaine manière. Et donc là, ça pose question. Est-ce que c'est de l'imaginaire? Est-ce que c'est une perception? Donc ça, c'est un truc qui pourrait être creusé. C'est intéressant. Voilà, donc il y a des exemples parfois de fiction utile qui permettent d'aider la personne sur la voie, etc., parce que ça lui permet de développer sa faculté de concentration. Ok. Très bien. Une perception sensorielle est suivie d'une conception. Entre cette perception visuelle du micro et la conception du micro, n'y a-t-il pas une perception mentale qui intervient? Et lui, il dit peut-être, mais ce n'est pas du tout sûr, peut-être une perception mentale directe. Ok, donc on en reparlera parce que justement, dans la suite du texte, il va parler des perceptions directes. Très bien, donc là, il fait un petit résumé. Il dit, nous sommes en train d'examiner l'enseignement des deux vérités, selon la sous-école des Sautrantika qui suivent le raisonnement. Donc ça fait plusieurs sessions sur lesquelles on est là-dessus.
J'ai donc parlé de la différence entre le Swalakshana, le phénomène spécifiquement caractérisé, impermanent, vérité ultime des Sutrantika, et le Samanya-Lakshana, un phénomène généralement caractérisé, permanent et vérité conventionnelle des Sutrantika. C'est-à-dire entre les objets réels, les objets qui sont effectifs ou efficients, on pourrait dire, qui produisent des effets, et les objets irréels qui, bien qu'existants, n'existent que de façon seconde, nominale ou conceptuelle. On pourrait dire fantomatique même. J'ai expliqué que cette division de ces deux sortes d'objets a son parallèle sur le plan de la conscience, où il y a une division entre perception et conception. C'est exactement pourquoi Acharya Dharmakirti dit Shejani Chirtsemani, de Jenu dans Minuchir. C'est parce qu'il y a deux types de phénomènes, les impermanents et les permanents, qu'il y a deux types de cognitions valides. Les cognitions valides directes et cognitions valides inférentielles. Parce que certains sont capables d'opérer une fonction et les autres non, parmi les phénomènes. Vu qu'il y a des phénomènes, il y a nécessairement des objets appréhendant ces phénomènes, oui? Oui. Très bien, c'est pourquoi on a cette division générale entre perception et conception. Très bien, la perception est la vision directe de la réalité, de ce qui existe. Direct, même s'il y a un aspect, pour les Sutrantika, il y a un aspect entre l'objet et la conscience, mais malgré tout, on dira que c'est direct. C'est dans le sens direct de non conceptuel. Très bien. Très bien, la perception est la vision directe de la réalité de ce qui existe, de manière pure et dure, du Swalakshana, alors que la conception n'a accès qu'indirectement au réel et prend comme objet direct ou objet apparent les concepts, les phénomènes qui n'existent que de façon seconde, les Samanya Lakshana. Ouais. Donc ça, si vous avez compris cette structure générale, c'est très utile pour le reste, pour le Yogacara, mais aussi et surtout pour le Madhyamaka. C'est très important. Très bien. J'ai essayé aussi d'expliquer un peu de quelle façon la saisie de la perception, ou le mode d'appréhension de la perception et le mode d'appréhension de la conception diffèrent. Oui. De quelle façon la perception appréhende son objet, à savoir positivement, et de quelle façon la conception appréhende son objet, à savoir par élimination explicite. Très bien. Il dit ensuite, puis j'ai expliqué comment l'appréhension de la conception pouvait être expliquée par l'intermédiaire de trois sortes de phénomènes négatifs. Comme on l'a dit, il y a les négations non affirmatives, et parmi les négations affirmatives, il y a les exclusions réelles et les exclusions irréelles, mentales. Ouais. Très bien. Très bien. OK. Est-ce que vous avez des questions jusque maintenant ou on entre dans les perceptions? On peut y aller. On peut y aller? Allez. Très bien. Super. Continuons à parler de la perception. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de la perception concernant principalement la perception sensorielle. La perception que l'on a d'un objet tel que ce vase. Mais la perception ne se limite pas à la perception sensorielle. Il y a 4 sortes de perceptions. On définit la perception comme étant quoi? D'ailleurs, c'est quoi la définition d'une perception directe qu'on a donnée tout à l'heure? Allez. Cognition. Oui. De conceptualisation. Et non erroné. Exactement. Très bien. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Très bien. OK. Donc, lui, c'est ce qu'il dit aussi. On définit la perception comme une conscience libre de conception, c'est pareil. Et c'est une conscience, donc non conceptuelle, non erronée. Tout ce qui est non conceptuel n'est pas forcément non erroné. C'est pourquoi on définit ainsi la perception. Parce que c'est ce que disait Acharya Dignaga au tout début. Il disait il disait la perception directe est libre de conceptualisation. Mais il y a, par exemple, le mirage. Le mirage, il est libre de conceptualisation. On ne pense pas au mirage, on ne pense pas à l'eau, etc. Ça se manifeste directement pour le rêve, par exemple. Ouais. C'est la même chose. Et donc, c'est pourquoi Acharya Dharmakirti arrive et dit, en effet, c'est une perception directe et en effet une cognition libre de conceptualisation, mais elle doit être non erronée. Torpa Dongjeshin Machu Weripa. Et donc, ça, c'est la définition donnée par Yonzimpo Ruchok, mais qui est reprise généralement. C'est une
cognition libre de conceptualisation, ça on est d'accord, mais elle doit aussi être non erronée. Ouais. Non erronée, ça veut dire quoi? Une conscience erronée, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une conscience erronée? Se trompe à propos d'engagement. de l'objet. Engagement. Qui Alors, réalise son objet d'engagement. Il se trompe par rapport à son objet d'engagement. alors, Pas erroné. on a deux vues, alors moi, c'est pour Longric qui réalise son objet d'engagement et pour Dominique qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Donc là, on va débattre. Apparent. Ah, et pour Bernard, c'est qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ah, c'est plus la même chose. Donc, si on prenait un point de vue qui dirait, qui réalise son objet d'engagement, une conscience erronée. Ah, mais erroné, moi j'avais compris non erroné. Ah, non erroné qui réalise son objet d'engagement. Très bien. Non erroné qui réalise son objet d'engagement. Donc, par exemple, si on prend la cognition inattentive, on discute avec des potes dans la rue et il y a des maisons qui passent dans notre champ visuel, etc. On sait qu'il y a des maisons qui apparaissent, hein, on sait qu'on est en ville, etc. Mais si on nous demande combien de maisons on a vues, combien de fenêtres elles avaient, etc., est-ce qu'on réalise le nombre de maisons et est-ce qu'on a réalisé le nombre des fenêtres? Non. Non. Et pourtant, c'était non erroné. Oui, mais notre recherche, il n'est pas de savoir combien il y avait de fenêtres, parce que ça part aussi de ce que toi, tu veux réaliser quelque Oui, part. tout à fait. Parce Alors, qu'on ne réalise pas tout. on peut prendre un autre exemple. Si par exemple, Jamais on réalise tout. si par exemple on tourne des pages très rapidement devant tes yeux, comme ça, hop, combien de pages sont passées devant tes yeux? Ah, Longric. Tu peux dire le chiffre au hasard. Donc si on tourne des pages très rapidement devant les yeux, est-ce qu'on peut nier que les pages soient passées devant nos yeux? Non. Est-ce que c'est erroné? Non. Non, il n'y a pas de truc erroné, parce que ça passe vraiment devant nos yeux. Si une caméra devait passer au ralenti, elle dirait, elle, combien de pages sont passées. Est-ce que c'est attentif ou inattentif? C'est inattentif, ça veut dire qu'on ne réalise pas le nombre de pages. Donc ça veut dire que c'est pas parce que c'est non erroné que ça réalise le nombre de pages ou ce qui se manifeste à la conscience. Ouais. D'accord. Très bien. Ok. Donc, quelqu'un avait dit qui se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Oui. Très bien. Donc, ça veut dire que la conscience inattentive, elle est non erronée. Bah oui, elle est non erronée. Donc, elle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement. Ok, on pourrait dire. Elle ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement puisqu'elle n'imagine pas à la conscience inattentive que ce sont des pages roses, par exemple, alors qu'elles sont blanches. Ok, d'accord. Non erroné, ça veut dire qu'il ne se trompe pas à l'égard de son objet d'engagement. Et erroné, ça veut dire qu'il se trompe à l'égard de son objet d'engagement, ça voulait dire. Très bien, donc une conscience conceptuelle qui réalise que le son est impermanent, elle se trompe nécessairement à l'égard de son objet d'engagement. C'est-à-dire que le son est permanent à ce moment-là. Si on dit la conscience conceptuelle qui dit le son est impermanent, la conscience inférentielle qui dit le son est impermanent car il est produit, etc., c'est une inférence. Elle est erronée. Non? Oui. Toutes les consciences conceptuelles sont erronées, mais elles ne sont pas toutes non valides. Exactement. Donc, si elles sont toutes erronées, elles sont nécessairement toutes, elles se trompent nécessairement toutes à l'égard de leur objet d'engagement? Non, j'ai dit une bêtise, c'est tout. Donc, il semblerait que ce soit Bernard qui serait plutôt vers la bonne direction. Donc, ça veut dire qu'une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, ça va? Oui, oui. Très bien. Donc, l'objet apparent, c'est l'objet qui se manifeste directement à la conscience. Et en effet, quand on pense au son qui est impermanent, qu'est-ce qui est l'objet apparent de cette conscience conceptuelle? La généralité de sens, le concept de l'impermanence du son. Ouais. Et ce concept donne l'impression d'être l'impermanence du son, mais n'est pas l'impermanence du son. Oui. Donc, c'est pourquoi c'est erroné. Donc, quand on se regarde dans un miroir, le reflet nous donne l'apparence de notre visage, mais donne l'impression d'être notre visage, mais n'est pas notre visage. Et donc là, c'est pareil, il y a quelque chose d'erroné là-dedans. Ok, mais on peut réaliser notre objet d'engagement, notre visage, grâce à ce reflet, oui. Ouais. Quand on regarde notre visage dans le miroir, on sait très bien qu'on appréhende notre visage de manière indirecte, et pas le visage de notre voisin. On sait très bien qu'on n'est pas en train de raser le visage du voisin.
Ce serait toujours... Ce serait pratique pour lui. Sauf s'il veut avoir une barbe. Oui. Très bien. Ça serait très embêtant. Ouais. Donc on sait que quand on regarde notre visage dans le miroir, on réalise notre objet d'engagement qui est notre visage. Très bien. Donc notre conscience n'est pas totalement fausse. Mais elle est erronée. Pourquoi? Parce que le reflet du visage donne l'impression d'être le visage sans être le visage. C'est ça. Ça va pour tout le monde? Très bien. Ok. Très très bien. Donc c'est pourquoi une cognition, une perception directe doit être définie comme étant une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Oui, Christine, tu voulais dire quelque chose? Ah non, non. Ah non, ok. Je voulais dire que ça allait, ça va, c'est parfait. Ah, super. Très bien. Excellent. Ok. Donc la définition, c'est Torpa non chez Mathieu, elle n'est pas. Ouais, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Très bien. Ok. Donc tout ce qui est non conceptuel n'est pas forcément non erroné. C'est pourquoi on doit rajouter non erroné pour la perception directe. C'est pourquoi on définit ainsi la perception. On peut avoir des états de conscience non conceptuels qui sont erronés. Oui. Le rêve, l'hallucination, la perception d'un mirage, etc., etc. Donc la non-conceptualisation ne garantit pas la véracité de la perception. Oui. Parce que souvent, il y a des gens qui disent « Moi, je ne crois que ce que je vois. Je ne crois que ce que je vois. Tout le règne des existants ne tourne qu'autour de mes perceptions directes. » Mais est-ce que tout ce qu'on voit, est-ce que tout ce qu'on voit est nécessairement réalisé d'abord? Et est-ce que tout ce qui se manifeste à nos yeux est la réalité? Pas nécessairement, loin de là. C'est pourquoi on ne peut pas se dire je ne crois que ce que je vois, que ce que je perçois, etc. directement, parce que ce qu'on perçoit directement n'est pas toujours vérace, n'est pas toujours la réalité. Ok. Donc la non-conceptualisation ne garantit pas la véracité de la perception. La vraie perception doit se définir comme étant non conceptuelle et non erronée. Ceci dans le cadre de l'école dont nous parlons en ce moment, les Sautrantika qui suivent le raisonnement. Car pour les Yogacara, la perception n'est pas non erronée, mais erronée. Nous en reparlerons. Pour les Prasangika, c'est pareil. Pour les Prasangika, toute perception, toute conscience qui n'est pas une réalisation directe de la vacuité est nécessairement erronée. Donc les perceptions directes, pour les Prasangika, si on dit au Prasangika ou au Yogacara, la perception directe, c'est une condition libre de conceptualisation et non erronée, ils vont nous rironner. Mais c'est important de comprendre déjà le point de vue Sautrantika pour ensuite aller plus loin et comprendre ce que veulent dire ces autres écoles. Ouais. Ok, très bien. Il y a donc 4 sortes de perceptions pour les Sautrantika. On est toujours chez les Sautrantika. La perception sensorielle, la perception mentale, la perception yogique et l'autocognition ou l'autoperception. Ouais. La perception sensorielle est définie comme la perception qui prend comme cause principale les sens matériels. C'était quoi la définition d'une perception directe sensorielle, ceux qui ont étudié Louric? C'est une... Donc, libre de conceptualisation, non erronée. Oui. Il y a comment ça s'appelle, condition souveraine, un organe sensoriel, enfin une fonction sensorielle. Oui, très bien. Très, très bien. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est née en dépendance de sa faculté, de sa condition souveraine ou sa condition dominante, non commune, une faculté sensorielle. Ouais. Très bien. Excellent. Excellent. Très bien. Donc c'est en effet ça. C'est en effet ça. Ça veut dire que la condition dominante ou la condition souveraine, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire la rencontre entre l'objet et la conscience. C'est ça qui permet cela, ouais. C'est-à-dire que si on a une table en face de nous, on a une conscience qui est là, mais que nos yeux sont cachés par, je ne sais pas moi, un bandeau par exemple, ben, ça ne va pas fonctionner, on ne verra pas la table. Donc il faut que la faculté sensorielle entre en contact avec cette table pour introduire en fait l'objet et le sujet. Ouais. Très bien. Et donc c'est ça qui fait la différence, c'est la faculté elle-même, puisqu'on peut très bien avoir une perception mentale
qui pourrait à la rigueur percevoir une table aussi. Et cette perception mentale ne va pas être définie comme étant une perception sensorielle. Pourtant, elle a le même objet que la perception sensorielle. Ce n'est pas du point de vue de l'objet qu'on fait la différence, c'est du point de vue de la condition dominante. Ouais. Ok. Elle est rapide, elle est inattentive, pratiquement. Oui, alors en effet, elle pourrait l'être. C'est ça qu'on va essayer de voir dans la suite de ce texte-là, c'est que Geshe-Dreyfus est assez comment dire, honnête dans son enquête. Ça veut dire qu'il ne va pas faire que simplement dire ce que disent la tradition épistémologique Gelugpa, en disant bah, il y a ces 4 perceptions, du point de vue des Sotrantika, etc. Il se pose la question, est-ce que cette perception mentale directe est un existant déjà, ou est-ce que c'est simplement un truc ingénieux inventé par ses grands maîtres, Dignaga et Dharmakirti, pour essayer de contrer ce que vont dire les tenants de l'école Nyaya. Donc ça, c'est intéressant. On verra ça par la suite, progressivement. Très bien. Donc nous avons 5 sens physiques. Ouais, on a 5 sens. Ouais, c'est facile? Ça, c'est facile. Ouais, ok. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue et le corps. Ouais. Très bien. On pourrait dire les sens visuels, auditifs, olfactifs, gustatifs et tactiles. Ouais. Très bien. De la vision au toucher. Donc c'est ça qu'il dit. Lorsqu'une perception prend un de ses sens matériels comme cause principale, la perception est une perception sensorielle. Donc c'est ça qu'on vient de dire, c'est que c'est en dépendance de la faculté qu'on va dire si c'est une perception sensorielle, visuelle, auditive, olfactive, ou au contraire, une perception mentale. La perception a besoin de 3 causes pour se produire. La base sensorielle, donc comme on l'a dit, le support physique, ou la condition souveraine, la condition dominante, comme vous voulez. L'objet lui-même et la conscience, on a besoin de ces 3-là, ouais? Ouais. Très bien. La condition principale, celle qui donne le pouvoir au phénomène de se produire, c'est le sens, la faculté. La base sensorielle, qui peut être matérielle dans le cadre de la perception sensorielle, ou mentale dans le cadre de la perception mentale ou yogique. Très bien. La deuxième condition est la condition objective ou objectale, c'est comme ça qu'on l'a traduite, mais alambana pratyaya, ça peut être traduit par l'objet lui-même, condition objective, condition objectale, c'est comme vous voulez. La condition de référence, l'objet lui-même. Très bien. La troisième condition, c'est la condition précédente, ou immédiatement antérieure, ou antécédente. Le fait que pour se produire une perception, elle doit toujours être précédée d'un autre moment de conscience. Ouais. C'est la conscience précédente qui permet à la suivante de se produire. Ça va jusqu'à maintenant? Ouais, c'est assez simple. Hein. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est-à-dire que pour avoir une perception visuelle d'une table, il faut la table. Il faut la condition qui est la faculté visuelle, sinon on n'a pas de conscience visuelle. Et il faut un moment de conscience immédiatement antérieur qui engendre ce moment de conscience actuel, qui est la perception visuelle d'une table. Ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Pour Christine, Rachel, ça va? Ça va. Ouais. À peu près. Hein? À peu près. À peu près. Ouais, Okay. oui, non, mais... Ouais, très bien. Donc ces 3 conditions-là, est-ce que c'est clair pour toi? Les 3 conditions, le fait que la conscience actuelle de l'instant présent, elle ne vient pas comme ça sans cause. Elle a nécessairement besoin d'une cause qui l'aura engendrée. Et donc elle a besoin d'un moment de conscience immédiatement antérieur. Ouais? Oui, ça c'est bon. Très bien. Et elle a besoin d'un objet aussi. Une conscience visuelle, elle a besoin d'un objet visuel. Et elle a besoin d'une faculté. Ça veut dire que si la faculté est endommagée, même s'il y a l'objet en face de nous, on ne le percevra pas. Ouais? Oui. Très bien. Et donc la rencontre de ces 3 conditions va engendrer la perception visuelle de cette table. Ouais? D'accord. Très bien, excellent. Ok, on a encore du temps, c'est parfait. La perception yogique maintenant, la perception yogique, elle est très importante. Elle est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir accès à des choses qui normalement échappent à nos sens. Donc, dans la science contemplative bouddhiste, on parle de cette perception yogique parce que c'est la voie de sortie, en fait, de la souffrance, du samsara, etc. Et donc,
on est tous amenés, tous les pratiquants bouddhistes sont amenés un jour à avoir des perceptions yogiques. Et donc, c'est pourquoi il est nécessaire de comprendre ce qu'est une perception yogique, parce qu'on pourrait très bien se méprendre sur différents types d'expériences méditatives qu'on peut avoir. Il y en a des milliards d'expériences méditatives qui peuvent arriver en contemplation. Et on pourrait très bien prendre une vessie pour une lanterne, assez facilement. On pourrait imaginer avoir reçu je ne sais pas moi, avoir une vision, alors que c'est notre esprit qui engendre cette perception. Ce n'est pas nécessairement un objet perçu à l'extérieur, un objet extérieur qui serait perçu par notre conscience. Ça peut être notre conscience, une graine germe dans notre conscience et manifeste une apparence, comme pendant le rêve, par exemple, et on est persuadé d'avoir une vision, par exemple, alors que ce n'est que notre esprit qui manifeste cette apparence. Donc, il faut savoir faire la part des choses. C'est très important. Très important. Ok. Donc, la perception yogique n'a pas de condition objectale parce qu'elle n'est pas produite par la force d'un objet qui s'impose à la perception. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quel type de perception yogique on parle. Si on parle d'une perception yogique chez les Sautrantika, ils disent que pour avoir une réalisation, pour les autres écoles, on pourrait dire aussi, pour avoir une réalisation directe de l'impermanence subtile, est-ce qu'il faut, quel type de perception il faut? Une perception yogique, exactement. Et donc, ça veut dire que l'impermanence de la table, par exemple, ou l'impermanence des agrégats, par exemple, le yogi va observer ses agrégats, son corps, ses sensations, etc. Et il va observer directement l'impermanence de ces agrégats. Ouais. Ok. Et donc ça, c'est une perception yogique directe. Si c'est une perception directe de l'impermanence subtile, c'est nécessairement une perception yogique directe. Et dans ce cas-là, son impermanence sera une condition objectale. Oui, mais l'impermanence, elle est bien née d'avoir à un moment donné conceptualisé cette pensée de l'impermanence. Oui. Avant d'en avoir une réalisation directe. Oui. Je pense. Hein. Oui, oui, tout à fait. On a besoin, avant d'avoir cette perception yogique directe de l'impermanence, on a besoin d'une inférence d'abord. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que l'impermanence subtile, comme on l'a dit tout à l'heure, exactement comme les pages qui se montrent à nos yeux, les pages qui sont très vite tournées devant nos yeux, bah, c'est trop rapide en fait. Ça fait moins d'un dixième de seconde. Je crois qu'on a besoin de au moins un dixième de seconde, je crois, pour certifier, ou 2/10 de seconde, je ne sais plus. Enfin, il y a un minimum syndical pour réaliser cet objet. Et l'impermanence subtile, c'est beaucoup plus rapide que ces quelques pages qui sont tournées rapidement devant nos yeux. C'est beaucoup plus rapide. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe, c'est un existant, c'est impermanent, mais on ne le réalise pas. Ça se manifeste, mais on ne le réalise pas. Et donc, pour y avoir accès au début, on n'a pas l'inférence, la conceptualisation. Et donc, grâce à justement cette pratique méditative, on essaie de focaliser l'esprit. Donc, ça, c'est shamatha, c'est la focalisation en un point. Et on a la méditation analytique qui va engendrer vipassana, la vision spéciale. Et donc, une fois que c'est obtenu, on a une réalisation inférentielle ou conceptuelle de l'impermanence subtile. Et le yogi va méditer là-dessus encore et encore. Et un jour, l'image mentale va disparaître. Et à ce moment-là, il aura une réalisation directe de l'impermanence subtile. Et à ce moment-là, ce yogi aura une réalisation yogique, une perception yogique directe. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui, c'est bien. Ouais, très bien. Ok. Et donc, dans ce cas-là, l'impermanence, est-ce que c'est impermanent ou est-ce que c'est permanent, l'impermanence? Impermanent. C'est impermanent. Et donc, si c'est impermanent, ça peut être une condition. Ouais. Vous avez vu que précédemment, on avait distingué les impermanents et les permanents. Les impermanents, c'est nécessairement des causes, des conditions, etc. Et les permanents ne sont pas des causes, ne sont pas des conditions. Ouais. Donc, les impermanents, si on parle de l'impermanence subtile des agrégats, le yogi va avoir comme condition objectale de sa perception yogique l'impermanence de ces agrégats. Ouais. Mais là, ici, Geshe Dreyfus parle surtout de la perception yogique du non-soi. Et le non-soi, il est permanent ou impermanent? Le non-soi, il est permanent. Il est permanent. Pourquoi?
Parce qu'il ne change pas d'instant en instant. Oui. Donc ça veut dire que tout ce qui ne change pas d'instant en instant est nécessairement permanent. Ben oui, Donc il s'ensuit qu'une corde de lapin ne change pas d'instant en instant, donc elle est permanente. ça va. Il faut qu'il existe. Que ce soit un phénomène existant. Ok. Donc si un phénomène ne change pas d'instant en instant, il est nécessairement permanent? Oui. Très bien. Ok. Et donc pourquoi est-ce que le non-soi ne change pas d'instant en instant? Mais c'est l'absence d'explicité, c'est une négation, c'est ça? Oui, c'est une simple négation, une négation non affirmative. Ouais. C'est le non-soi, l'absence de soi autosuffisant et substantiel. C'est une simple négation, une simple absence. Comment une simple absence pourrait changer d'instant en instant? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune substance dans cette simple absence qui pourrait se transformer d'instant en instant. Donc le non-soi est nécessairement permanent, ouais. Parce que c'est une simple absence, une négation non affirmative. S'il est permanent, est-ce qu'il peut être une condition? Ah non. Très bien. Et donc s'il ne peut pas être une condition, il ne peut pas être une condition objectable. Eh ouais. Donc il ne peut pas être la condition objectable d'une perception yogique qui l'appréhende. Bravo. Exactement. C'est ce qu'il dit en bas de la page 70. La perception yogique du non-soi, la perception yogique directe du non-soi, n'a pas de condition objectable parce qu'elle n'est pas produite par la force d'un objet qui s'impose à la perception. C'est-à-dire que le non-soi ne va pas engendrer un aspect à la perception directe qui le réalise, parce qu'il ne peut rien engendrer, il est permanent, il est statique. Donc la perception yogique n'a pas le non-soi pour condition objectable. Oui. Mais la perception yogique réalise quand même le non-soi. C'est elle qui vient le chercher, en fait. Ce n'est pas le non-soi qui va engendrer un aspect à la conscience qui le réalise. C'est la conscience qui va le chercher. C'est la perception yogique qui va aller certifier le non-soi, sans que le non-soi soit sa condition objectable. Très bien, excellent. Ça veut dire que le non-soi est réalisé, mais implicitement, pour les Sautrantika. Le non-soi est réalisé par la perception yogique de manière implicite. C'est-à-dire que le yogi va réaliser directement ses agrégats, explicitement, il va réaliser les agrégats, et implicitement, il va réaliser le non-soi des agrégats. Ou le non-soi qui se trouve dans les agrégats, le non-soi personnel. Ouais. Excellent, bravo, bravo. Ça, c'est une très bonne révision de ce qu'on a fait avec Lorik, mais on en reparlera. Très bien, c'est une réalisation qui vient d'un développement méditatif et qui voit les objets, mais les objets ne s'imposent pas à la perception. Donc, quand on parle des objets, que sont le non-soi grossier, le non-soi subtil. Mais là, on ne parle pas de l'impermanence subtile, qui est aussi réalisée par la perception yogique directe. Parce que l'impermanence subtile, elle, s'impose à la perception. C'est un objet impermanent. Exactement, parce qu'elle est impermanente. Mais toute perception et d'ailleurs toute conscience a besoin de deux conditions, la condition principale et la condition précédente. On serait tenté de dire qu'il faudrait quand même avoir une condition objectable pour toutes les perceptions des phénomènes impermanents. Ouais. Tout à fait. OK. Et donc à ce moment-là, si on parle des permanents, pour les perceptions directes qui réalisent les permanents ne peuvent pas être la condition objectable, mais seront quand même les objets d'observation, seront quand même les objets d'engagement, etc., etc. Très bien. Donc, lorsqu'une des 5 bases sensorielles, matérielles, remplit le rôle de condition principale, alors la perception qui est produite est une perception sensorielle. Lorsque le rôle de condition principale n'est pas rempli par le sens matériel, la faculté matérielle, mais par le sens mental, la faculté mentale, on a alors la perception mentale ou éventuellement la perception yogique. Et en plus d'une condition mentale, il y a le développement méditatif précédent. Ça veut dire que quand on fait cette distinction entre perception sensorielle et perception qui n'est pas sensorielle, c'est nécessairement mental. Ouais. Oui. Parce qu'on n'a que 6 sens. On n'a que 5 sens physiques ou sensoriels et un sens mental. Et donc, si ce n'est pas les premiers, c'est nécessairement le dernier. Donc, comme les perceptions yogiques n'ont pour faculté nécessairement pas une faculté sensorielle, les perceptions yogiques relèvent nécessairement des perceptions mentales. Ouais, très bien. Mais c'est beaucoup plus spécifique que simplement mental.
Par exemple, une clairvoyance, c'est mental, etc. Il y a différents types de perception mentale. Par exemple, ça s'indique dans la dernière série avec la Vénérable Top Ten Children. Quand il parle de la perception mentale, c'est simplement quelque chose d'assez basique. C'est comment est-ce qu'on ressent nos sensations. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent pas bien? Et donc, on observe nos sensations. Et là, c'est une perception mentale directe. Ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que ce que mentionne Esotrantika. Oui. Très bien. Et donc, ça veut dire que la perception yogique, c'est pas simplement une faculté mentale, c'est quelque chose de plus spécifique. C'est l'union de shamatha et de vipassana. C'est un samadhi, une concentration, qui est l'union du calme mental et de la vision spéciale. Sans ça, il n'y a pas de perception yogique. Donc, en effet, c'est mental. Pourquoi? Parce qu'un samadhi, c'est un facteur mental. Un samadhi, c'est une concentration. C'est un facteur mental. Et donc, c'est du mental. Mais c'est un mental très spécifique. Ouais. C'est un mental méditatif, en fait. C'est la perception yogique directe, elle advient à l'issue d'un entraînement méditatif. Alors que la perception mentale directe, pas nécessairement. OK? Ouais. Waouh, bravo, bravo. Magnifique. Donc, justement, c'est ce qu'on percevra la prochaine fois. On essaiera de voir ça, la perception mentale directe la prochaine fois, à la page 71. Bravo à tous, c'est magnifique. Alors, on ne sera pas là cet après-midi. Ouais, OK. Et ni dimanche soir. D'accord, donc on se retrouve lundi pour vous et vendredi prochain pour Rachel et Christine, ou cet après-midi à 15h pour les débats. Il y aura peut-être Mariette, c'est super. Et sinon dimanche aussi, ouais, dimanche. Ok, ça marche. Dimanche matin et dimanche soir. Bon, le truc de dimanche midi, là, c'est sur quel lien? Il faut demander le lien à l'association Garuda. Ah, d'accord. Je te redonnerai son mail si tu veux. Ouais. Ok. Merci à vous. Bonne journée, bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Merci. Bonne semaine. Salut. Au revoir. Au revoir.